Bonsoir. Yann Kerninon n'a pas pu venir. Je suis un Stradivarius 4000, un robot spécialement conçu pour la philosophie et les conférences. Mon logiciel de dernière génération, associé à une puissance de calcul largement supérieure à celle de n'importe quel être humain, vous par exemple, madame, me permet de tenir un propos cohérent qui ressemble à de la philosophie. Grâce à ma mémoire de 150 téraoctets, qui contient l'intégralité des œuvres philosophiques écrites depuis 2500 ans, je suis capable, comme n'importe quel philosophe qui passe à la télé, de dire n'importe quoi à propos de n'importe quel sujet en l'agrémentant de citations, comme le dit Aristote. Je suis très heureux d'être ce soir avec vous. Je suis vraiment très content d'être ce soir avec vous. Bonsoir. Pour commencer cette conférence et afin de créer avec vous un lien de convivialité et de sympathie qui est très important dans le domaine de la programmation neurolinguistique et qui permet de manipuler chacun par tous, je vais vous raconter une blague. C'est un monsieur qui a un problème avec sa voiture. Un informaticien passe par là et lui dit « Je crois que vous devriez fermer toutes les fenêtres et essayer de redémarrer. » Bonsoir. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce soir. Je tiens ici à remercier Imatech et en particulier Arnaud Hédard pour m'avoir invité. Bonsoir. 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 Bon, en fait, non, c'est une blague. Alors, je ne suis pas vraiment un robot. Je sais que tout le monde y a cru, mais en fait, non. Comment dire ? Je m'appelle Yann Kerninon. Et malgré ce nom caricaturalement breton, je suis né en Alsace, à Colmar. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis ça. Ça m'inquiète parce qu'il y a une slide qui est passée à l'as, et donc ça prépare bien pour la suite. Voilà, on a fait un copier-coller, et donc ça va merder. Ce sera tout le plaisir de notre humanité, en tout cas. Alors, je commence en disant ça parce que non seulement c'est un peu le résumé de ma vie, j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte, c'est de porter un nom qui ne correspond pas à ma région, et ça fait qu'effectivement, je crois que je passe ma vie à marier des trucs qui ne sont pas faits pour être mariés ensemble. Par exemple, Tinder, c'est pas pour moi. J'adore les malentendus. Je pense que les grandes histoires d'amour sont faites de gens qui ne sont pas faits pour se rencontrer et qui passent toute leur vie à essayer de se rencontrer, comme moi, par exemple, avec ma femme. C'est vachement intéressant, mais c'est pas facile tous les jours. Si je commence par ce malentendu, c'est que je le veuille ou non, je porte en moi l'histoire de mes parents, l'histoire de leur rencontre, l'histoire de la Bretagne et l'histoire de l'Alsace, à laquelle je n'ai absolument pas contribué, ou quasiment pas. Et je n'ai pas d'autre choix dans ma vie, justement, que de faire cohabiter, ou d'essayer de faire cohabiter, ces deux origines qui parfois se répondent et qui parfois sont contradictoires. Je suis non pas un robot, mais un philosophe humain.
Non seulement parce que j'ai écrit et publié différents livres, ce qui fait de moi officiellement un écrivain ou un truc comme ça, mais aussi parce que je me pose depuis toujours des questions qui n'auront jamais de réponse claire, simple et définitive. Poser des questions sans réponse, je crois que ça n'est pas seulement la spécificité d'un philosophe, je crois que c'est un peu la spécificité de tout être humain qui ressemble encore à un humain. Alors, c'est cet aspect que je vous propose d'approfondir un petit peu ensemble. Pourquoi les questions sans réponse sont-elles le propre de l'homme? Et pour commencer, j'aimerais donc vous raconter une blague. C'est ma blague préférée. Alors l'enclume n'a strictement rien à voir, hein. C'est parce que j'aime bien les enclumes. Deux pingouins sont sur la banquise. C'est ma blague préférée, hein. C'est deux pingouins qui sont sur la banquise et il y en a un qui dit à l'autre « Tiens, c'est marrant, j'y avais jamais pensé, mais on dirait que tu portes un smoking. » Et l'autre, hyper vexé, lui répond « Et qu'est-ce qui te dit que j'en porte pas un ?» Voilà. Alors, j'adore cette blague, mais alors vous êtes vraiment gentil de vous forcer à rire, mais en général, ça fait rire à peu près personne, hein, et voilà. Mais moi, je l'aime bien pour deux raisons. Alors, j'ai fait une conférence au Danemark récemment, et curieusement, ça a vraiment fait rire. Et là, je me suis rendu compte que les Danois avaient une dimension tragique et absurde, peut-être plus grande que nous, les Français. Si je vous ai raconté cette blague, c'est parce qu'elle nous plonge immédiatement dans une espèce de perplexité insoluble, et parce que cette blague n'a en fait ni queue ni tête. Elle n'a aucun sens. Je vous l'ai raconté aussi parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à même éduquer un ordinateur pour rire à cette blague, parce qu'il va avoir vraiment du mal à comprendre pourquoi elle pourrait éventuellement être drôle, parce qu'en fait, elle n'est pas drôle. C'est là qu'on va les avoir, les ordinateurs. Alors, cette blague dit qu'il est en fait possible de dire absolument n'importe quoi. Il est possible de dire que les pingouins parlent entre eux, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Là, déjà, les ordinateurs, ils pensent qu'ils parlent entre eux, alors qu'en fait, non. Ils pensent qu'ils pourraient porter des smokings et que peut-être, éventuellement, ils en portent vraiment. Voilà. Et cette blague pose aussi une autre question qui est « Pourquoi est-ce drôle ?» Et alors, j'ai constaté que parfois, cette blague énerve les gens. Elle peut énerver les gens parfois parce qu'ils cherchent à la comprendre, justement. Et l'absence de sens crée l'angoisse. En fait, on n'aime pas les choses qui sont démunies de sens. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on rit. C'est une manière de s'en sortir. On éclate de rire et puis comme ça, on ne pense pas au fait que nous allons, par exemple, tous mourir. Alors, on va continuer un peu sur ce chemin-là. Et Stéphane, effectivement, a essayé d'être sympa, mais il nous a quand même vraiment fait flipper, disons-le. Et j'aimerais partager avec vous, du coup, un propos rassurant. Après tout ce qu'on a entendu sur le développement de l'intelligence artificielle, j'aimerais vous rassurer en vous disant que vous avez profondément, chacun d'entre vous, en vous, un avantage compétitif incroyable sur toutes les machines, y compris les plus sophistiquées. Vous avez tous, chacun individuellement, en propre, une qualité qu'aucune machine ne pourra vraiment vous enlever. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir et vous le savez. Moi compris. Alors, au-delà de cette plaisanterie d'un goût peut-être un peu douteux, c'est la seule chose qui m'intéresse ce soir, c'est de parler de ça. Parce que si je commence, moi, à vous parler d'intelligence artificielle, vous allez vite comprendre que je n'y connais rien. Et en revanche, j'aimerais vous parler d'autre chose. Parce qu'en effet, lorsque nous faisons face à la question de notre propre mort, et non pas la mort en général, je crois que c'est important de le dire, c'est pas
Ah, il paraît qu'il y a des gens qui meurent. Non, non, c'est là, si on prend chacun d'entre nous, même si on rigole un peu et que c'est plutôt agréable d'être là ensemble, si on prend même quelques secondes pour se dire, moi, personnellement, individuellement, eh bien, il va falloir que je meure, et peut-être ça aura lieu là dans 2 heures. Oui, ça peut arriver, je suis désolé. Ou en tout cas, il va falloir à un moment que je le fasse. Eh bien, à ce moment-là, nous avons des pensées très spécifiques qui apparaissent dans notre tête. Très maladroitement, souvent, parce que les questions sont très compliquées, eh bien, nous questionnons en fait le sens de notre existence quand nous nous posons la question de la disparition de notre existence. Lorsque nous pensons à notre mort, nous pensons à la dimension tragique et absurde de notre vie et de la vie parfois en général. Nous pensons aussi aux êtres qui nous sont chers et qui vont eux aussi disparaître et parfois, souvent, nous en connaissons déjà qui sont déjà partis. Lorsque nous pensons à notre mort, nous pouvons ressentir bien sûr de la mélancolie, de la peur, de l'angoisse. L'angoisse étant la peur de quelque chose dont on n'arrive même pas qu'on n'arrive même pas à définir, qu'on n'arrive même pas à identifier. Mais paradoxalement aussi, nous pouvons également éprouver une certaine forme de joie et de satisfaction. Par exemple, on a rigolé alors que je parle de sujets graves. Et en effet, lorsque je pense au fait que je dois mourir, je suis aussi pleinement et concrètement mis en contact du fait, oui, que je ne suis pas mort. C'est-à-dire que je suis mis en contact avec ce qui, en moi, est le plus spécifiquement vivant et le plus proche et le plus essentiel et le plus fondateur, qui fait que, manifestement, je ne suis pas mort. Et c'est de ces questions-là que j'aimerais vous parler en essayant de faire le travail d'un philosophe, c'est-à-dire poser des questions qui n'ont pas de réponse, mais essayer de poser bien la question, déjà pas mal, et puis peut-être de donner quelques concepts qui permettent de clarifier les questions à défaut de pouvoir les résoudre. Alors je vous laisse le temps de le lire. Ce qui donne le plus à penser dans une époque qui donne à penser, c'est que nous ne pensons pas encore. C'est ce que nous dit Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser? Alors ça a l'air un peu compliqué, c'est compliqué si on ne veut pas le lire, hein. Si on le lit vraiment, on se dit qu'effectivement, oui, ça peut être une question, qu'est-ce que c'est penser, justement? À quelques exceptions près, liées à des circonstances spécifiques, la plupart d'entre nous n'a quasiment pas eu l'occasion de se confronter récemment à ce type de questions extrêmement engageantes. Cela fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que, pris dans le fil de nos activités, nous les avons presque laissées de côté. Autrement dit, la question décisive du sens de la vie, du sens de la mort éventuellement, et de ce qui est le plus essentiel, est aussi curieusement la question dont on ne parle jamais à la télé, à la radio, et jamais non plus dans cet univers un peu particulier qui est celui de l'entreprise, du travail et du commerce. Alors on comprend bien évidemment qu'il n'est pas facile de se confronter 24 heures sur 24 et chaque minute à des questions aussi flippantes, mais on comprend bien aussi à quel point il est problématique de ne plus poser nulle part, et quasiment jamais, justement, la question du sens. En particulier, de ne plus parvenir à poser la question du sens de ce que l'on fait au sein des entreprises et justement dans le développement manifestement quasiment infini des innovations technologiques, entre autres celle de l'intelligence artificielle. Comme disait mon ami et collègue Laurent Bibard à l'ESSEC, chez Google, ils sont très performants, mais on ne peut pas dire qu'ils pensent beaucoup. Alors, c'est un peu méchant, hein, c'est un peu méchant. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va essayer de clarifier ça. Parce que manifestement, chez Google, ils pensent énormément. Ils créent des choses incroyables. Alors, pour ma part aussi, dans les diverses formations que j'anime, et évidemment, ça n'est pas ni une attaque ni une critique, mais je suis parfois
étonné ou triste ou décontenancé de voir qu'effectivement la formation même des managers dans les entreprises fait quasiment intégralement l'impasse sur toute notion de concept et de questionnement philosophique. C'est inexistant, ou quasiment inexistant. Ça n'est pas intégré dans la formation de base, ou quasiment pas. Et en tout cas, ça n'est jamais réactualisé, alors même que nous le savons bien, le monde de l'entreprise, et on vient de le voir avec la conférence de Stéphane, est confronté par ses créations, par sa manière de travailler, à des problématiques sociales, politiques, écologiques, c'est une évidence, voire des problématiques spirituelles. Alors, je vais vous raconter comment la pensée a disparu. Je vais vous raconter comment cet effacement a eu lieu progressivement, car en fait, il ne s'est pas du tout fait par hasard. Il ne s'est pas non plus fait en un jour, il a fallu quand même du temps, et il ne vient pas non plus du fait que les humains seraient devenus tout d'un coup bêtes à cause, je ne sais pas, de la musique de Marilyn Manson, du cannabis ou de Coca-Cola. Cette disparition, non, interroge en fait l'essentiel et le sens de nos actions. Car cette disparition a eu lieu au moment où s'est mise en place la modernité dans laquelle nous vivons. Autrement dit, la disparition de la pensée est l'essence même de notre époque. Ce qui est évidemment problématique. Alors, ça y est, la technique nous lâche. Elle s'est sentie attaquée. Ça y est, plus rien ne bouge, c'est fini. Voilà, merci. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, mais... Alors voilà. Ça, c'est le titre de ma conférence, et évidemment, c'est prétentieux comme un philosophe. Pire que de l'intelligence artificielle, l'intelligence superficielle. Alors évidemment, ça ne serait que prétentieux si je disais une bêtise du genre « les gens aujourd'hui, ils ne pensent pas, ils sont bêtes, ils sont superficiels ». Non. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire ou ce que ça pourrait dire de qualifier un type d'intelligence de superficielle. Et pour ce faire, on va utiliser une pensée particulière qui est celle de Martin Heidegger, et en particulier la notion d'arraisonnement. Alors lui, mon truc, il ne marche plus. Je vous fais un signe, voilà. Bon, ça... Si on le tape, Stéphane, comment il faut lui parler? Il peut... Voilà, merci. Alors, disons-le tout de suite, on va parler de l'arraisonnement. Et pour éviter une fausse piste et de perdre du temps, l'arraisonnement n'a strictement rien à voir avec l'arraisonnement, c'est-à-dire l'absence de raisonnement. Non. L'arraisonnement, c'est ça. Voilà. En fait, je fais ça, et vous appuyez sur le bouton. C'est bien. Ça vous va? Vous pouvez rester là? Merci. Alors, un arraisonnement, en fait, c'est ça. Très prosaïquement, on n'est pas loin là on a des bateaux. Des militaires arraisonnent un navire en utilisant la force pour soumettre ce navire à un processus de contrôle. Et si ces militaires étaient des pirates, eh bien, ils arraisonneraient un navire pour en prendre de force toute la cargaison, voire le bateau lui-même, son équipage, etc. Si je vous parle de l'arraisonnement, on revient un peu en arrière pour essayer d'expliquer ce que j'ai essayé de vous dire en version courte, eh bien, cette notion d'arraisonnement, elle définit l'essence même de notre rapport au monde aujourd'hui. Mais avec des conséquences que nous ne mesurons pas, voire dont nous n'avons même pas conscience. Alors là, il faut appuyer, donc encore une fois, merci. Nous avons ici le mont Olympe. Et si on appuie encore une fois, nous avons un objet complètement différent qui est le mont Olympe. Alors à gauche, si on clique encore une fois, nous avons le mont Olympe pour la Grèce antique. Et à droite, le mont Olympe pour nous, aujourd'hui, hommes nés dans une époque technique. Alors, pourquoi avoir mis ces deux objets manifestement identiques, mais à deux époques différentes? Eh bien parce que les choses n'ont pas changé, mais en revanche, ce qui a changé profondément, c'est notre rapport à ce mont Olympe. Dans le monde grec, dans la Grèce antique, le mont Olympe, comme on le sait, je n'ai pas pris cet exemple par hasard,
était un lieu sacré, la demeure des dieux et un phénomène de la nature. On ne pouvait même pas imaginer de monter en haut du mont Olympe parce que c'était là qu'habitaient les dieux. Évidemment, à la marge, on pouvait se promener au pied du mont Olympe et aller cueillir quelques fruits, prendre un peu de bois, prendre un peu d'eau par exemple, et utiliser quelques ressources, comme on le dit. Mais dans la modernité, les choses ont changé. Ici, nous avons une flèche qui indique une mine de pierre, une carrière de pierre très utile, qui va nous permettre, sur la deuxième flèche, de construire ici un complexe hôtelier qui va s'appeler d'ailleurs la demeure des dieux. Voilà. On a chiffré à 600 000 € la rentabilité annuelle de ce site. C'est formidable. Alors, il y a un autre site, voilà, là, on envisagerait une station de ski. Puis, on continue. Là, on a une source d'eau qui, évidemment, va pouvoir alimenter la station de ski, l'hôtel, etc. Et encore une fois, là, on a ici des métaux spéciaux qu'on va pouvoir extraire également pour pouvoir les consommer, etc. On continue, et encore. Et vous avez compris le principe, encore une fois, et encore une fois. Voilà, merci. En fait, ce qui se passe dans notre rapport au monde aujourd'hui, c'est que ce qui était autrefois la résidence des dieux et une manifestation sacrée est aujourd'hui réduit exclusivement à une ressource. Encore une fois, ça me gêne à chaque fois bon, on est obligé de faire comme ça, mais voilà. Est-ce que ça marcherait pas? Si je le rebranche. Parce que j'ai du mal avec l'idée de majordome, vous voyez, surtout s'il est vraiment humain. Vous en cherchez un autre ou on survit comme ça, ou vous m'amenez l'ordi? C'est bon? On regarde ce qu'on peut faire en attendant. Ok, super, merci. Bon, alors, je vous demande de cliquer, s'il vous plaît. Merci. Voici Descartes, qui est le philosophe français du XVIIe siècle, et voici un forgeron qui met en place le rêve de Descartes, qui est notre rêve à tous, que l'on a maintenant intégré, qui est de devenir comme maître et possesseur de la nature. En effet, nous voyons ici un forgeron, c'est-à-dire un humain, qui, grâce à ses outils, met ici en œuvre un projet et se rend maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire en l'occurrence ici d'un bout de métal. Alors cet idéal correspond à l'idéal des Lumières qui est le nôtre et qui est celui qui s'est mis en place depuis maintenant 300 ans. Le fait de tout considérer, et j'insiste sur le tout, comme une ressource et exclusivement une ressource, n'a pas seulement les conséquences écologiques que l'on connaît. Cela a aussi des conséquences immédiates sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'autre et sur le rapport que nous avons avec notre propre corps et notre propre personne. Et c'est ce rapport spécifique aux choses qui a effacé la pensée, ou qui, du moins, a rendu notre pensée spécifique et, je dirais aussi, superficielle. Sauf qu'il l'a tellement bien effacée et l'a rendue tellement superficielle que nous sommes nous-mêmes devenus incapables d'en avoir même conscience. Merci. En effet, lorsqu'un philosophe prétentieux à cravate arrive et dit « pensée superficielle », nous allons lui répondre directement que jamais nous n'avons conçu des plans aussi incroyables. Jamais nous n'avons élaboré des machines aussi complexes. Cette conférence elle-même, à l'époque des Grecs, aurait eu lieu sur de la terre battue, moi sur une petite estrade en bois peut-être. Elle fait aujourd'hui intervenir de la sonorisation, des ordinateurs, des télécommandes qui parfois ne fonctionnent pas, mais enfin quand même, de l'éclairage, de la climatisation, une communication Internet mondiale, etc., etc. Donc c'est bien la preuve que c'est vachement plus élaboré qu'avant. Mais pour autant, nous comprenons bien que cette complexification technique ne libère pas forcément de l'espace pour une pensée qui interroge l'essentiel,
l'essentiel de la vie, et notamment le sens de nos existences et le sens de ce que nous faisons. Je serais tenté de dire même, peut-être au contraire. Alors, en effet, qu'est-ce qui se passe? Nous partons de notre forgeron, que nous avions là tout à l'heure. Il est effectivement le symbole de l'homme moderne, puisque l'homme moderne, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à sa technique, se rend maître et possesseur de la nature. Mais nous savons évidemment que la modernité technique... Alors je vous demande d'attendre. Voilà, c'est bon, merci. Mais nous savons évidemment que cette modernité technique ne correspond plus du tout à ce gentil forgeron artisanal. Nous savons bien évidemment que aujourd'hui, et nous le voyons sur cette photo, l'homme, et en l'occurrence ici plutôt des femmes, à chaque fois qu'il utilise la technique, est également utilisé par elle. Sur cette photo, on voit bien que nous avons bien des gens qui font, je crois, des téléviseurs, sauf qu'on se rend bien compte que c'est surtout peut-être l'usine de téléviseurs qui demande à être faite fonctionner par des ouvrières. Dans cette usine, la suivante, on se rend même compte que l'être humain n'existe plus. En tout cas, visuellement, on se rend bien compte que c'est le molosse de cette entreprise qui demande chaque jour à être alimenté en ressources, c'est-à-dire qu'il faut mettre dedans, par exemple, du charbon, mais également de la main-d'œuvre, de la force de travail. Mais au-delà de ces figures artisanales passées et ouvrières toujours contemporaines, il y a peut-être vos métiers qui vous occupent plus, qui ressemblent parfois à ça. C'est-à-dire qu'au-delà du monde ouvrier, notre obsession pour la gestion et pour les calculs... Ah oui, il y a de la lumière nouveau dessus. Super, merci. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ben, je vous libère, du coup. Merci beaucoup, merci. C'est-à-dire qu'au-delà du monde ouvrier, vous êtes sans doute, alors n'essayez pas de lire ce qu'il y a dessus, hein, ça n'a aucun sens, vous êtes confronté à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au sens large du terme, vous êtes en permanence en train de calculer. En résumé, nous pouvons dire que dans un premier temps, l'homme a considéré le monde comme un ensemble de ressources à son service. L'idée était bonne, hein, on a toujours envie d'être chef. Sauf qu'évidemment, dans cette logique, l'homme va considérer l'autre également comme une ressource. Et bien évidemment, puisque tout le monde considère tout le monde comme une ressource, il devient pertinent de se considérer soi-même comme une ressource, et j'insiste sur le uniquement comme une ressource. C'est-à-dire sans aucune autre dimension. Cette manière de penser exclusivement sous l'angle de la ressource et de la gestion optimale des ressources et des performances est désormais non seulement notre quotidien, mais c'est également notre manière de penser, c'est-à-dire qu'on a bien du mal à penser les choses autrement. Nous avons énormément de mal, par exemple, si ce n'est en souriant, voire en se moquant un peu d'eux, d'imaginer comment pensaient les Grecs quand ils se promenaient au pied du mont Olympe et qu'ils se disaient vraiment que les dieux étaient là. Tellement ancré en nous que nous en arrivons à poser des questions philosophiques ou spirituelles exclusivement de manière technique. Et nous nous agaçons même qu'un logiciel ne soit pas capable de donner des réponses à des questions telles que « Pourquoi vivre ? Quel est le sens de ce que je fais ? Ou qu'est-ce que l'amour ?» D'ailleurs, on essaye de créer des logiciels qui vont régler le problème de l'amour, c'est-à-dire le faire disparaître. Petit extrait. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire démarrer avec ça. Vous le faites. Un petit film. Alors, voilà, c'est parti. La définition est un peu mauvaise parce que j'ai récupéré ça voilà, à l'arrache, mais c'est compréhensible. 2 minutes. L'intelligence pandimensionnelle en eut tellement marre de ces querelles perpétuelles sur la signification de la vie qu'ils commandèrent à 2 de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant superordinateur pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. Oh, compute 1. Nous voulons que tu nous donnes la réponse. La réponse à quoi?
La réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. On préférerait que ce soit une réponse simple. Il va falloir que j'y réfléchisse. Revenez à cet endroit dans exactement 7,5 millions d'années. Et ça y est, ça finit là? Ah non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Ils y retournent après. Quoi, 7,5 millions d'années plus tard? Eh oui, ils y retournent. Compute 1. As-tu Une réponse à vous donner? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... « 42. » Ah oui? Voilà. Alors malgré le côté évidemment humoristique de ce film, qui est assez drôle, hein, c'est le Guide du voyageur galactique, qui était au départ un livre et une émission de radio, je crois. Cette scène nous montre par l'absurde une tendance qui est bel et bien actuelle et bien réelle, qui est de vouloir réduire tout à une réponse élémentaire et mécanique. Et puis évidemment, il nous montre le non-sens de cette démarche. Alors de façon anecdotique, le but n'est pas du tout de faire de la polémique politicienne, mais c'est une formule qui m'avait marqué chez Nicolas Sarkozy, qui disait « La religion, c'est le meilleur moyen pour régler la question de la mort ». Voilà. Alors j'ai pris cette... Oui, tout d'un coup, on a baissé d'un cran en termes de penseurs, mais la formule m'intéressait parce que, et il ne s'agit pas d'être méchant avec Nicolas Sarkozy, mais il est très dans son temps. C'est-à-dire que même la question du divin est évidemment réduite à une question utilitaire et de ressources. C'est-à-dire quand j'ai faim, je vais chez McDo, et quand j'ai un problème de mort, je vais acheter une religion. Et du coup, j'ai réglé le problème de la mort. Très bien. Alors, on m'a demandé d'intervenir en fait sur la question de l'intelligence artificielle, et il me semblait du coup important de parler de la notion d'intelligence superficielle. Car je crois que le vrai problème n'est pas fondamentalement le fait que les machines deviennent plus intelligentes que nous. Le vrai problème, c'est peut-être que les humains, depuis 2 ou 3 siècles, sont devenus aussi bêtes et superficiels que des ordinateurs. En imaginant que chaque question doit avoir une réponse, en pensant que les choses, les êtres, les langages sont de simples outils inertes et des ressources utilisables, eh bien nous avons oublié ce qui fonde notre humanité même, c'est-à-dire non seulement le fait de mourir, ce qui pose problème, mais le fait d'avoir une histoire et du coup aussi la possibilité d'avoir ce qu'on pourrait appeler, avec des nuances, mais un destin. Le fait de se poser des questions ouvertes, d'habiter ces questions toute une vie durant, en s'approchant des réponses, mais sans jamais tout à fait y parvenir, le fait d'avoir un rapport au langage qui ne soit pas seulement mécanique et utilitaire, le fait, par exemple, de vivre une vie de couple qui consiste à rencontrer l'autre qui, justement, n'est pas comme nous, parce que toute rencontre et tout désir se fait justement dans la rencontre et le désir de ce que nous ne connaissons pas. Un être humain dont toute l'existence se résume à des calculs et à l'élaboration de plans a en effet pas mal de soucis à se faire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Sans aucun doute, la machine calculera plus vite et de manière plus fiable que lui, c'est d'ailleurs déjà le cas depuis longtemps. C'est pourquoi il est urgent de rappeler, si nous en sommes encore capables,
que l'homme n'est pas qu'une machine à calculer ou un aspirateur, ni même un aspirateur très complexe qui serait capable de calculer et de gérer optimalement, de manière optimale, toutes les ressources, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs sa vie de couple. Mais finalement, qu'est-ce qui distingue l'une des pensées de l'autre ? Il y a, dit Heidegger, puisque c'est un penseur qui m'accompagne là dans mon propos, il y a en fait dans la pensée de l'homme deux dimensions, la pensée qui calcule et la pensée qui médite. Alors la pensée qui calcule, on la connaît bien et je n'y reviens pas trop puisque je viens de l'expliquer. La pensée qui calcule, c'est par exemple, pas seulement le fait d'utiliser une calculatrice et de gérer de la finance, mais par exemple quand nous disons à nos enfants qu'il faudrait apprendre le chinois pour être compétitif sur le marché de l'emploi, nous faisons un calcul. Voilà. Nous faisons un calcul de performance, d'optimisation de notre vie et donc d'une certaine réalisation. La pensée qui médite est profondément différente. La pensée qui médite est celle qui apparaît quand, par exemple, nous perdons notre temps. Par exemple, là, on perd notre temps. Non, mais cette conférence, ça ne sert à rien, ça servira vraiment à rien. Je vous garantis que ça ne servira strictement à rien, tout ce que je vais raconter dans l'entreprise demain. Quand on perd notre temps, dit Heidegger, nous nous promenons sur des chemins qui ne mènent nulle part. La pensée qui médite est la pensée que nous utilisons quand nous commençons à poser la question de la mort et qu'on n'a évidemment pas la réponse. La pensée qui médite, dit Heidegger dans un texte intitulé « Sérénité », est la pensée qui cherche un sens dans tout ce qui est. C'est la pensée qui était aussi à l'œuvre, tout jeune. Lorsqu'enfant, vous ne pensiez pas à apprendre le chinois pour être compétitif, mais quand vous sentiez que votre vocation, c'était de devenir fée, magicien ou licorne. Dans la phase finale de cette présentation, j'ai 2-3 choses encore à dire, mais on va vers la dernière partie. J'aimerais dire en quelques points en quoi finalement cette disparition d'une pensée qui médite au profit d'une pensée exclusivement calculante pose problème. Parce que finalement, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. On pourrait dire qu'effectivement, les machines vont calculer à notre place et puis que ça va être super. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai acheté un nouvel iPhone, je suis content. En même temps, on sent quand même les limites. Ceci est un arbre. Et ceci est une bûche. La différence entre un arbre et une bûche est assez évidente. Une bûche, c'est la forme que prend un arbre quand il est réduit à une simple ressource et uniquement une ressource. On se rend bien compte que l'on peut transformer un arbre en bûche, mais qu'on ne peut pas transformer une bûche en arbre. Un arbre n'est pas une superposition de bûches. Un arbre est traversé par quelque chose de vivant. Il est aussi enraciné dans un sol et dans une origine, qu'il le veuille ou non. Il grandit année après année et il réalise tant bien que mal, avec les contraintes, ce que l'on pourrait appeler son destin d'arbre. Il s'élève pour produire des branches, des feuilles, des fruits. En d'autres termes, l'arbre est traversé par la vie et cette vie, en quelque sorte, le dépasse, et j'insiste là-dessus. C'est précisément parce que ça nous dépasse complètement que ça donne un sens à l'arbre. Alors au contraire, la bûche n'est plus traversée par rien. Elle ne réalise plus aucun destin. Elle n'existe qu'en tant que ressource, et son destin, en tant que ressource, n'est que de livrer son énergie et de mourir et de disparaître au service d'une cause qui ne lui appartient absolument pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous persévérons dans l'oubli d'une pensée qui médite et que nous donnons toute notre énergie exclusivement à une pensée qui calcule, nous allons perdre beaucoup de choses. Alors quoi ?
bien, un être humain, qu'on le veuille ou non, est traversé par une histoire. Quand je commençais cette intervention en disant moi, je suis né avec ce nom improbable à Colmar, Yann Kerninon, et puis j'ai pas choisi. Et alors en plus, c'est quand même marqué, hein, c'est-à-dire que l'Alsace, c'est quand même une région où c'est compliqué, et puis la Bretagne, c'est aussi bizarre et compliqué, et puis alors le mélange des deux, je vous explique pas, c'est le truc encore plus compliqué. Il y a aujourd'hui, avec la mondialisation, des gens qui sont australo-japonais, nés aux États-Unis, etc. Ça pose évidemment des questions. C'est-à-dire que nous portons chacun en nous, qu'on le veuille ou non, mais vraiment qu'on le veuille ou non, toute l'histoire de notre humanité. On le porte d'une manière biologique, on le porte d'une manière familiale. Hein. Freud et la psychanalyse et la psychologie ont bien démontré qu'on se trimballe 18 générations de conneries qu'on n'a pas vraiment élucidées, qu'on n'élucidera d'ailleurs jamais. Et puis évidemment, civilisationnel. Autrement dit, je veux dire que moi, Yann Kerninon, né en Alsace, je ne suis pas un Japonais napolitain. Même si je peux apprécier à la fois les Japonais et les Napolitains. Autrement dit, nous ne sommes pas interchangeables, sauf si nous voulons nier notre humanité même. Vous me faites un signe en termes de timing ? 5 minutes, on y est. Deuxièmement, un être humain, qu'on le veuille ou non, est un être qui pense. C'est-à-dire, il se pose des questions qui sont sans réponse. Un humain n'est pas qu'un producteur-consommateur gestionnaire, un tube digestif à alimenter et une force de travail, sauf à nier notre humanité même. Et puis enfin, l'humain est un langage. Et quand je dis langage, évidemment, je dis que le propre du langage humain est d'avoir un langage qui dépasse les simples fonctions vitales et pratiques, qui dépasse aussi les simples fonctions de créativité et d'imagination. C'est un langage qui permet de dire des émotions, mais aussi une spiritualité, une histoire, justement, une dimension poétique, une vibration, et justement, toute l'origine de notre histoire qui passe par le langage. Nous ne pouvons pas réduire notre langage à un charabia fonctionnel qui consisterait à pouvoir, dans toutes les langues ou dans tous les pays, demander le sel. Sauf, encore une fois, à nier notre humanité. Alors pour finir, évidemment, ce qu'on va surtout perdre, si nous laissons de côté une pensée méditante, c'est que nous allons tout simplement calculer les ressources, et comme l'arbre qui perd tout son sens en devenant bûche, nous allons perdre tout sens en n'ayant plus qu'une utilité. Dans la série télévisée Real Humans, un scientifique parvient à faire basculer certains robots dans un état de vie quasi humaine. Et il y parvient en fait en introduisant dans leur logiciel la conscience de la mort, la recherche d'un sens et une part d'irrationnel et d'indécision. Alors quand il charge le programme dans ces robots qui sont a priori au début des machines, juste des machines de travail, il leur ajoute comme ça cette âme, on va dire. À ce moment-là, il hurle. Et même si ma proposition n'est pas vraiment réjouissante, je vous suggère simplement, et ce sera ma conclusion, je vous suggère d'oser encore parfois hurler d'angoisse en vous confrontant à la vie, à la mort et à l'amour, puisque c'est là que réside notre humanité.